Les Grecs n'étaient pas seulement maîtres en géométrie, ils l'étaient aussi en illusion d'optique. C'est pourquoi, selon certaines sources, ils auraient construit le Parthon avec quelques erreurs. Lorsque Lee A. Grock a reconstitué numériquement le panthéon grec, personne n'aurait pu prévoir les révélations qui allaient suivre. Sous 400 ans de marbre, elle a mis au jour des chambres cachées, des rituels oubliés et d'étonnants secrets de construction. Le Parthon, ce marbre étincelant, était le plus grand et le plus beau temple grec qui existait, du moins en Grèce continentale à cette époque. Ces découvertes ont stupéfié les chercheurs et contraint les historiens à revoir leurs certitudes sur la Grèce antique. Ce que Grock a mis au jour dans l'angle sud-ouest a bouleversé notre perception du Parthon. Des vases de bronze scellés dans les murs, des alignements solaires marquant le temps, sacrés et des trésors souterrains reliant la terre et le ciel. La reconstruction par l'IA a révélé des mystères qui ont traversé les empires, les guerres et les siècles. Mais la question demeure, sommes-nous prêts à affronter ce que l'histoire nous a caché? Avant les colonnes, il y avait une colline. Aujourd'hui, le Parthon domine l'horizon athénien comme une relique suspendue dans le temps. Son marbre blanc capte la lumière du soleil, sa colonne brisée défie encore des siècles de vent et de guerre. De loin, il paraît éternel, presque intact. Pourtant, le Parthon a connu de nombreuses vies, reconstruit, marquées par les épreuves, réaffectées et ressuscitées. Et aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle GROW, nous commençons enfin à le voir tel qu'il était autrefois, et peut-être tel qu'il a toujours été destiné à être. Bien avant que marbre ne rencontre le ciseau, il n'y avait que la colline. Un plateau calcaire de 150 mètres de haut qui veillait sur ce qui allait devenir Athènes. Le monde antique connaissait cet éperon rocheux sous le nom d'Acropole, la ville haute. Mais pour les premiers Athéniens, c'était un lieu bien plus intime, une terre sacrée. Ici, avant les temples et les touristes, on apportait des offrandes aux dieux invisibles, on murmurait des prières au vent et on offrait des sacrifices à Athéna, la protectrice farouche de la cité qui porterait son nom. Des vestiges archéologiques attestent que l'Acropole était habitée dès le 4e millénaire avant notre ère, mais son histoire commence véritablement au 7e et 6e siècle avant notre ère. À cette époque, Athènes n'était pas encore le foyer de philosophie et d'art que l'on imagine. C'était une cité en proie à des luttes de pouvoir, en proie à des coups d'État et à des révoltes. Pourquoi érigeons-nous des monuments comme le Parthénon? La réponse est simple. Nous cherchons à imiter le tyran Pisistratos qui fit construire d'abord des sanctuaires dédiés à Athéna et même une porte d'entrée sur la colline. Ses successeurs agrandirent le sanctuaire, érigeant un temple dorique en calcaire, connu sous le nom d'Hécatompédon, littéralement le haut 4 pieds. Il se dressait approximativement à l'emplacement actuel du Parthénon, orné de sculptures mythologiques, dont un étrange serpent à 3 corps dont les barbes étaient peintes en bleu foncé. Ces premiers temples étaient modestes comparés à ce qui allait suivre. Ils furent construits et détruits, puis reconstruits, surtout après l'invasion perse de 480 avant notre ère, qui incendia Athènes et rasa ses lieux sacrés. Les Athéniens, furieux mais déterminés, enfouirent les vestiges de leurs temples dans des fosses rituelles sous l'Acropole. Ces fosses perses allaient devenir l'une des découvertes archéologiques les plus précieuses de Grèce, une sorte de capsule temporelle sacrée. Lorsque la fumée de la guerre se dissipa, Athènes ne se contenta plus de survivre. Elle aspirait à transcender. Les guerres médiques avaient prouvé que l'unité grecque pouvait triompher d'un empire. Athènes souhaitait désormais immortaliser cette victoire dans la pierre. Sous l'impulsion de Périclès, homme d'État orateur et visionnaire, la cité entreprit en 447 avant notre ère un ambitieux projet de reconstruction. Son rêve était de faire de l'Acropole le cœur battant de la civilisation grecque. Au centre de ce rêve s'élevait le Parthon conçu par les architectes Callicrate et réalisé par le légendaire sculpteur Phidias. Il ne s'agissait pas d'un temple modeste, mais d'une véritable déclaration architecturale bâtie en marbre pentélique, extrait à quelques 16 km de là. Le Parthon mesurait 69 mètres de long et 30 mètres de large, soutenu par 46 colonnes doriques, chacune de plus de 10 mètres de haut.
Sous le soleil attique, le marbre lui-même scintillait d'un léger éclat doré grâce à sa teneur naturelle en fer. Ainsi, si l'on se tenait au pied du Parthon et si les colonnes ne s'arrêtaient pas à une certaine hauteur au cœur même du temple dans sa chapelle principale, l'Orcella, se dressait le chef-d'œuvre de Phidias Athéna Parthenos, la déesse vierge. S'élevant à près de 12 mètres de hauteur, elle était façonnée d'or et d'ivoire, une figure à la fois belle et terrifiante, incarnant la sagesse et la guerre, en parfait équilibre. Sa lance captait la lumière qui pénétrait par le portail du temple, projetant un éclair sur la ville en contrebas, un signal divin de la déesse au peuple. Mais le Parthon n'était pas seulement imposant, il était d'une splendeur inouïe. Les architectes ont eu recours à des raffinements mathématiques stupéfiants que les ingénieurs modernes étudient encore. Les colonnes, par exemple, ne sont pas parfaitement droites. Elles sont légèrement bombées. En leur centre, une technique appelée intacus, destinée à contrer l'illusion d'optique qui les ferait paraître plus fines de loin. La base du temple est incurvée vers le haut en son centre pour éviter un affaissement visuel. Même les colonnes d'angle sont subtilement plus épaisses et penchantes vers l'intérieur pour compenser la luminosité du ciel attique en arrière-plan. Il ne s'agissait pas de choix artistiques fortuits, c'étaient des manipulations délibérées de la perception humaine. Le Parthon ne se contentait pas de dominer le paysage. Il jouait avec la perception pour paraître parfait sous tous les angles. Puis vinrent les récits gravés dans la pierre, destinés à survivre à ceux qui les comptaient. Le fronton épaissait et représentait la naissance miraculeuse d'Athéna jaillissant, entièrement revêtue de son armure de la tête de Zeus. Le fronton ouest illustrait son combat légendaire avec Poséidon pour obtenir la protection de la cité. Athéna offrit l'olivier de la paix. Poséidon frappa la terre pour faire jaillir une source salée. Devinez quel présent l'emporta. Le frise une bande de marbre continu qui entourait la chambre intérieure. Représentait la procession panathénaïque, une grande fête célébrée tous les 4 ans, durant laquelle les citoyens apportaient une nouvelle robe, le péplo, à la statue d'Athéna. Et le long des murs extérieurs, 92 métopies panneaux sculptés carrés racontaient des histoires de conflits cosmiques. À l'est, les gigantomachie dieux contre géants. À l'ouest, les Amazones Maki-Grex contre guerrières. Au sud, le centre l'homme contre la bête. Au nord des scènes de la guerre de Troie. Chaque panneau proclamait le même message. La civilisation triomphe du chaos. Athènes triomphe de tout. Lorsque le dernier ciseau sous tous les Parthons n'était plus seulement un temple, c'était un manifeste. Il célébrait la religion certes, mais aussi le pouvoir, l'ordre et l'identité athénienne. L'édifice lui-même était un sermon de pierre. Pendant des siècles, les érudits ont été fascinés par sa conception, mesurant chaque angle, débattant de la signification de ses sculptures et s'émerveillant de sa précision. Pourtant, malgré tous ses efforts, une grande partie de l'histoire du Parthénon s'est restée enfouie. Ses secrets de construction, ses chambres disparues, sa logique interne. Guerre, tremblement de terre, explosion, tout a contribué à effacer des pans de son histoire. Ce qui a survécu était magnifique, mais incomplet. C'est là qu'est intervenue l'intelligence artificielle Grok. Les archéologues rêvaient depuis longtemps de reconstruire numériquement le Parthénon. Mais Grok n'était pas un simple outil de modélisation. Il pouvait analyser des millions de pointes de données provenant de relevés laser, de photogrammétrie et de rapports archéologiques et déceler des motifs invisibles à l'œil nu. Lorsque les chercheurs fournissaient à Grok chaque détail, chaque fissure, chaque mesure et chaque ombre, ils espéraient qu'il comblerait les lacunes, voire qu'il adoucirait les aspérités de l'histoire. Au contraire, ce qu'elle a découvert a tout changé. Sous cette apparence impeccable, sous la précision géométrique du marbre, symbole du génie grec Grok, a commencé à déceler une anomalie, le marbre qui aurait dû être massif. Lorsque Grok AI a entamé son analyse approfondie du Parthénon, l'objectif était simple, restaurer numériquement ce que des siècles avaient érodé, cartographier chaque fissure, combler chaque interstice, reconstruire un jumeau virtuel parfait. Simple non. Mais la perfection recèle des secrets.
grâce à des scans 3D ultra précis et à l'imagerie du sous-sol capable de voir à travers le marbre Groq, a cartographié chaque millimètre du Parthénon avec une précision nanométrique. À l'intérieur de l'Intab, la poutre horizontale qui surplombe les célèbres colonnes doriques du temple Groq a détecté des vides irréguliers, des cavités creusées profondément dans des blocs de marbre qui auraient dû être parfaitement massifs. Ces anomalies apparaissaient systématiquement derrière les triglyphes, ces trois tablettes rainurées qui alternent avec les métopes pour créer le rythme et l'ordre caractéristique du temple. Le Parthon est une structure d'une beauté extraordinaire. La conception, l'espacement de chaque pierre est si parfait qu'il inspire au premier regard. Au départ, l'équipe a supposé qu'il s'agissait d'un défaut de construction ancien dû à des siècles de déplacement de pierres ou à des dégâts causés par la guerre et les tremblements de terre. Mais l'IA les a identifiés comme des vides non répertoriés. Quelqu'un avait créé ces espaces intentionnellement. Cette découverte a bouleversé l'équipe. Car si les bâtisseurs du Parthon, ces artisans quasi légendaires œuvrant sous la houlette de Périclès, avaient délibérément creusé des cavités dans le marbre, cela signifiait qu'ils ne se contentaient pas de construire un temple. Ils y intégraient un message. C'est alors que les archéologues ont commencé à examiner d'anciennes données, notamment celles relatives aux travaux de restauration de 2012 sur l'angle sud-ouest. Leurs découvertes ont soudainement pris un sens nouveau. En mars 2012, le service de restauration de l'acropole procédait au démontage minutieux d'une partie du Parthon et de la table d'harmonie. Il s'agissait d'un travail de conservation de routine, remplacer le marbre endommagé, nettoyer, stabiliser et recommencer. Mais lorsque les ouvriers ont retiré le 14 et triglyphes du côté nord de la façade ouest, ils ont fait une découverte extraordinaire. Une cavité étroite remplie de terre intacte et de fragments de marbre scellés pendant près de 200-500 ans. À l'intérieur de cette cavité se trouvait un petit bol en bronze appelé Fial Mazanalos, un type de vase à libation peu profond, orné d'un bossage central. Il mesurait environ 22 cm de diamètre et son bord était orné de délicates guirlandes de feuilles, martelées réalisées en repu. Près du bord du bol, une inscription, une dédicace à Athéna, était à peine visible. Mais le taureau n'était pas seul. À l'intérieur gisait un fragment de patte d'animal. Et à côté, un fin tube en bronze parti d'un holos, un ancien instrument lavant souvent utilisé lors de cérémonies sacrées. Autour des traînées sombres de cendres et de suie maculaient le sol. Un feu avait été allumé, maîtrisé, localisé rituellement. Les archéologues restèrent donc stupéfaits. Ce n'étaient pas des débris. C'était une cérémonie scellée dans la pierre. Des analyses ultérieures ont daté le bol en bronze du 6e siècle avant notre ère, au moins 100 ans plus ancien que le Parthon lui-même. Cette découverte a tout changé. Cela signifiait que celui qui l'avait placé là, peut-être l'un des constructeurs, ou peut-être les architectes Ios et Kalkratz eux-mêmes, avaient délibérément choisi un ancien objet sanctifié, non pas une offrande nouvelle, mais un objet déjà imprégné d'histoire divine, un héritage de foi. De ce point de vue, la vue s'étend jusqu'à la mer, ces mêmes eaux où jadis les navires athéniens triomphèrent des fonds des Perses. Il était donc logique qu'une offrande y ait été déposée. Pendant plus de 2 millénaires, l'offrande demeura cachée, intacte, non consignée, insoupçonnée, jusqu'à ce que les lasers et les algorithmes de Groq révèlent la vérité. Le marbre n'était pas entièrement du marbre. Les historiens pensent aujourd'hui qu'il ne s'agissait pas d'un acte isolé. L'acropole, après tout, était sacrée bien avant l'érection des colonnes du Parthon. Ces pierres étaient imprégnées de rituels, chaque génération y ajoutant son propre témoignage silencieux du divin. Et la lime en bronze était plus qu'un simple artefact, un indice, une fenêtre ouverte sur l'esprit des bâtisseurs qui concevaient la construction non comme un labeur, mais comme une dévotion gravée dans la pierre. Pour employer un terme plus moderne, c'est presque poétique. L'idée que le Parthon lui-même puisse être une sorte de prière murmurée non par des mots, mais par le marbre, la musique et le feu. Pourtant, les capteurs de Groq ont révélé davantage.
Derrière d'autres triglyphes, de faibles échos de cavités similaires, sont apparus certaines vides, d'autres illisibles. C'était comme si le temple lui-même abritait un réseau de minuscules sanctuaires invisibles depuis des millénaires. Et lorsque Grock a comparé ces anomalies, avec d'anciennes notes de fouilles à moitié oubliées et des rapports de restauration épars datant de plusieurs décennies, un nouveau schéma a commencé à se dessiner, laissant entrevoir quelque chose d'encore plus étrange. Métal rituel et mystère. En cartographiant les cavités cachées du temple Grock, commença à remarquer une étrange corrélation. Le Parthénon combine l'ordre dorique et l'ordre ionique. Et il s'agit là d'une distinction géographique avant tout. Les anomalies détectées, ces vides délibérés au sein de la pierre, supposément massive, semblent concorder avec les découvertes antérieures d'objets en bronze, faites lors de restaurations précédentes. En bref, le temple tentait de nous révéler cette histoire depuis des décennies. Nous n'y avions simplement pas prêté attention. En 1986, lors d'une restauration classique de l'extrémité, du parton des ouvriers ont mis au jour un petit bol en bronze, coincé entre deux archères, ces grandes poutres horizontales reposant au sommet des colonnes. Il était cabossé difforme et taché d'un pigment rouge appelé miltos, une sorte d'ocre rouge antique utilisé par les bâtisseurs grecs. À l'époque, cette découverte n'a pas suscité un grand émoi. Les archéologues ont conclu à un accident de chantier, probablement un bol de peintre qui aurait glissé entre les fissures et se serait retrouvé coincé dans le marbre. L'incident a été brièvement mentionné dans les notes de restauration, puis est tombé dans l'oubli. Quelques décennies plus tard, en 1994, une autre équipe travaillant à la restauration du porche ouest du Parthon fit une découverte étrangement similaire. Un autre bol en bronze, cette fois près de l'angle sud-est. Comme le premier, il portait des traces de miltos et semblait avoir servi de pot à peindre. Mais à y regarder de plus près, ces bols se révéla être tout autre chose, le corps brisé d'un kylex, une coupe à vin à pied, utilisée lors des symposia grecs. La base et les anses manquaient, mais sa forme et sa facture étaient indubitables. Ce kylex n'était pas seulement ancien, il était antique, même pour le Parthon datant de 500 à 480 avant notre ère, soit à peu près le même âge que la lime en bronze découverte derrière le triglyphe en 2012. Sur son bord, une inscription à peine lisible identifiait le premier propriétaire de la coupe. Naros, un homme oublié de l'histoire, mais qui jadis avait suffisamment de prestige pour permettre une dédicace personnelle à Athéna. L'histoire prit alors une tournure inattendue. Il ne s'agissait pas de simples objets trouvés au hasard. Elles étaient destinées à la prière, pas à la peinture. Alors pourquoi se retrouvaient-elles à l'intérieur du marbre du temple? Lorsque Lee A. Grock a compilé les trois découvertes, le bol de 1986, le Kix de 1994 et le fichier de 2012, elle a accompli ce qu'aucun esprit humain n'aurait pu faire, cartographier leur position avec précision dans l'espace tridimensionnel. C'est alors qu'un phénomène extraordinaire est apparu. Les emplacements n'étaient pas aléatoires. Reportés sur la reconstitution du Parthénon par Grock, les trois vases de bronze formaient un motif géométrique parfait, correspondant à des coordonnées célestes. Plus précisément, l'alignement correspondait à la trajectoire du soleil levant sur Athènes le jour de la fête d'Athéna les Panathania. Les historiens soupçonnaient depuis longtemps que l'architecture du Parthénon intégrait un symbolisme astronomique des alignements avec le solstice, l'équinoxe et les moments sacrés du rituel athénien. Mais il s'agissait là d'une découverte inédite. Les offrandes elles-mêmes semblaient de faire partie d'une carte cosmique. Grock ne s'est pas arrêté là. Lorsque l'IA a simulé l'acoustique du temple à partir de ces données 3D, une autre couche de mystère a émergé. Ces mêmes vases de bronze scellés dans le marbre n'étaient peut-être pas de simples ornements silencieux. D'après les maquettes, les courants d'air et les vibrations provoquées par les pas, les tambours, voire les chants à l'intérieur du temple, auraient pu engendrer de subtiles résonances dans ces cavités. Autrement dit, ces coupes pouvaient chanter. Étaient-elles de simples reliques de dévotion? Ou avaient-elles été placées intentionnellement comme instruments rituels, outils de communication avec le divin par la résonance et le son?
Nous ne pouvons que spéculer, mais plus. Grok cartographiait et recoupait les données, plus tout semblait délibéré. Rien dans le Parthon n'était finalement purement décoratif. Ces découvertes ont aussi chose intéressante, bouleversé la façon dont les historiens percevaient la construction du Parthon. Les bâtisseurs n'étaient pas de simples ouvriers, c'étaient des artisans œuvrant au cœur d'un rituel vivant. Imaginez un Athénien vaquant à ses occupations quotidiennes, apercevant l'acropole au centre de la ville, mélangeant les pigments, façonnant le marbre et même peignant le temple. Chaque geste était une offrande en soi. Oui, la peinture. Car contrairement à l'image moderne d'un Parthon immaculé, le temple originel était un véritable foisonnement de couleurs. Le rouge, le bleu et l'or ornaient les sculptures et les frontons. Le pigment de Milton retrouvé dans ses coupes en bronze n'était pas un hasard. Il faisait partie du polychore éclatant du temple. Pendant des siècles, les historiens de l'art ont refusé de croire que les temples grecs étaient peints. Le mythe du marbre blanc pur s'est tellement enraciné que quiconque suggérait le contraire était considéré comme excentrique. Mais la science moderne a prouvé le contraire. Les analyses à la lumière ultraviolette et à haute intensité réalisées par l'archéologue Vincent Brinkman ont révélé des traces de pigments sur presque toutes les sculptures subsistantes. Le Parthénon resplendissait donc jadis de 1000 couleurs sous le soleil d'Athènes. Aujourd'hui, grâce à l'analyse de Grok, tous ces fragments épars, la coupe cabossée, le kylix brisé, la archive cachée, trouvent enfin leur sens. On est tenté de penser que les bâtisseurs savaient exactement ce qu'ils faisaient, laissant derrière eux non seulement une œuvre d'art, mais aussi un message. Et tandis que Grok poursuivait ses recherches, il commença à remarquer autre chose, le même motif, la même énergie, mais cette fois, elle ne se trouvait pas à l'intérieur du Parthénon. Elle attendait au-delà, dans le temple de Ming. Pendant que Grok s'attelait à décrypter les chambres secrètes du Parthénon, il a également étendu son regard numérique au-delà de l'acropole, scrutant le paysage, à la recherche d'échos de cette même géométrie sacrée. C'est alors qu'il a découvert quelque chose d'inhabituel. Non pas dans les ruines grandioses, d'Athènes, mais dans les collines paisibles où paissent encore des chèvres parmi des pierres antiques. À environ 19 km au sud-est de la ville, dans un lieu accidenté connu sous le nom de colline de Varon, les archéologues ont recensé plus de 2 graffitis antiques. Non pas les graffitis à la bombe auxquels on pense aujourd'hui, mais de petites gravures minutieuses réalisées dans des affleurements de marbre par des bergers. Des hommes qui passaient de longues journées solitaires à veiller sur leurs troupeaux, tuant le temps en gravant des images dans la pierre. Leurs dessins racontaient des histoires ordinaires, des navires voguant vers l'horizon des guerriers engagés dans un combat, des animaux en plein saut et des temples se dressant fièrement sous le soleil. On aurait dit des messages oubliés d'un fil d'actualité des réseaux sociaux. Des bribes d'imagination, d'ennui et de foi laissées enfouies dans les collines. Mais parmi ces milliers de sculptures, une se distinguait. Elle représentait un temple. Pas n'importe quel temple, mais un temple à base étagée, à colonnes doriques et au toit pointu rendu avec une précision surprenante. Celui qui a sculpté cette image ne gribouillait pas. Il se souvenait de quelque chose, ou peut-être en avait-il été témoin. À côté de l'image figurait une courte inscription en grec ancien, « Ekatem padon mekonos ». En traduction approximative, cela signifie « le bâtiment de 100 pieds de Méon ». Le nom suggérait à la fois un sculpteur Méon et une mesure le temple de 100 pieds. Ce seul fait a interpellé l'équipe. Le terme « Ekatompédon » n'était pas anodin. Il apparaît dans d'anciens documents athéniens des textes antérieurs à l'invasion perse, décrivant un temple de 30 mètres de haut sur l'acropole, bien avant la construction du Parthénon. Pendant des siècles, les érudits ont débattu de sa signification. Certains pensaient qu'il s'agissait simplement d'un entrepôt de trésors sacrés. D'autres croyaient qu'il s'agissait d'un temple plus ancien qui se dressait autrefois à l'emplacement actuel du Parthénon. Or, dans les collines isolées du Var, un berger nommé Méon semble en avoir dessiné une. L'analyse de la gravure par Grok a permis de dater l'inscription du 6e siècle avant notre ère, soit au moins 50 ans avant le début de la construction du Parthénon.
Cette datation a bouleversé toutes les hypothèses. Si le dessin de Méon est antérieur au Parthenon, quel temple avait-il donc vu Grok a alors fait ce qu'il fait de mieux comparer, superposer et relier les différentes données. Il superposait au temple de Macone les plans et proportions des édifices athéniens connus, et la correspondance était frappante. L'espacement des colonnes, les fondations à 3 degrés, et même le rapport largeur sur longueur, tout reflétait le plan du Parthon construit plus tard. Ce n'était pas un hasard, mais une continuité. D'une manière ou d'une autre, la connaissance de cette architecture sacrée, ses proportions, son rythme, son symbolisme avaient rayonné au-delà d'Athènes. Peut-être par l'intermédiaire de bâtisseurs, de tailleurs de pierre ou de dessinateurs exerçant leur métier hors de la ville. Peut-être par la tradition orale, les récits contés autour des feux, où l'idée d'un temple d'Athéna de 30 mètres de haut faisait déjà partie de l'imaginaire collectif bien avant que le marbre ne rencontre le ciseau. Et là, sur un flanc de colline balayé par les vents, loin de la grandeur de l'acropole, un simple berger avait gravé ce qui pourrait bien être la première esquisse au monde de l'ancêtre du Parthon. Plus Grok comparait les graffitis de monodonnées archéologiques d'Athènes, plus l'histoire devenait claire. Sous les fondations du Parthon, les archéologues avaient depuis longtemps découvert les vestiges d'une structure plus ancienne, des fragments de marbre calciné, des tuiles carbonisées et des débris sculpturaux portant les traces d'un incendie intense. Il ne s'agissait pas de ruines fortuites. C'étaient les vestiges de cet ancien temple, l'Hécatompédon, détruit lorsque l'armée de Xerxès envahit et incendia l'acropole. Après la guerre, les Athéniens accomplirent un geste remarquable. Au lieu de reconstruire immédiatement, ils enfouirent les fragments dans des fosses cérémonielles, les traitant comme des reliques sacrées et non comme des déchets. Ils laissèrent ces ruines comme un témoignage silencieux de l'agression perse et la promesse qu'Athènes renaîtrait un jour. Ces vestiges enfouis, les frontons fissurés, les colonnes calcinées, reposent aujourd'hui au musée de l'Acropole. Et lorsque le système de reconnaissance de forme de Grok compara leurs proportions avec le dessin de Mac, tout correspondit parfaitement. Même les motifs décoratifs correspondaient au style archaïque connu du VIe siècle avant notre ère. C'était indéniable. Le temple de Mac n'était pas une simple esquisse d'idole. C'était un témoignage, la seule image subsistante de l'ancien temple d'Athéna, précurseur spirituel du Parthon. Lorsque Périclès entreprit son grand programme de reconstruction en 447 avant notre ère, ses architectes ne partaient pas de zéro. Ils se tenaient sur un sol sacré, déjà imprégné de mémoire de mythes et de cendres. En érigeant le Parthon sur les ruines de l'ancien Hécatompède d'Athènes, fit une déclaration audacieuse. Notre foi perdure, et la beauté renaîtra des flammes. Et voici le plus curieux, ce lien entre berger et érudit, entre graffiti montagnards et architecture monumentale, suggère que le savoir sacré n'était pas enfermé dans des temples, ni gardé par des prêtres. Il circulait, se transmettait par murmures, croquis et chants. Peut-être Mon avait-il lui-même travaillé à l'acropole. Peut-être était-il un apprenti bâtisseur s'exerçant au contour d'un projet qui n'avait pas encore vu le jour? Ou peut-être avait-il simplement aperçu le temple de loin, ses colonnes luisant dans la lumière matinale, et s'était-il senti irrésistiblement poussé à le sculpter dans la pierre, avant que son souvenir ne s'efface? Quoi qu'il en soit, sa main a immortalisé un moment qu'aucun historien n'a jamais consigné. Et tandis que Grok reconstituait ces messages anciens, il prit conscience d'une vérité profonde, les empreintes digitales des bâtisseurs. Lorsque Grok et moi avons commencé à scanner le Parthon, la plupart s'attendaient aux mesures habituelles à la composition des matériaux et peut-être à quelques indications sur la restauration. Personne n'avait anticipé les murmures des bâtisseurs gravés, non pas dans l'écriture, mais dans le marbre lui-même. Grok les a appelées les empreintes digitales des bâtisseurs. Sous la grandeur de la symétrie parfaite du Parthon, Grok a décelé de minuscules variations presque imperceptibles, des marques d'outils microscopiques et microscopiques qu'aucun œil ancien ou moderne n'aurait pu remarquer sans les observer. Chaque marque portait un rythme et une intention, le mouvement de la main d'un artisan, le poids de son marteau, l'angle de son ciseau. Lorsque Grok a compilé et comparé ces variations subtiles des motifs ont commencé à se dessiner.
Certaines entailles étaient nettes et précises, d'autres légères et rythmées presque musicales. Grock a identifié 47 signatures distinctes, des combinaisons uniques d'angles d'outils, de profondeur et de texture de finition. Derrière chaque pierre se cachait une personne, un apprenti affinant sa technique, un maître maçon façonnant la perfection, un ouvrier épuisé achevant sa journée sous le soleil aveuglant d'Athènes. Ces variations n'étaient pas le fruit du hasard. L'analyse de Grock révéla des groupes de marques similaires, suggérant que certaines pierres avaient été taillées par les mêmes équipes, peut-être des familles ou encore des binômes, mentors-apprentis, travaillant côte à côte. Leur rythme était presque une conversation, un dialogue gravé dans le marbre. L'IA reconstitua les séquences de travail, montrant comment le parton s'était élevé bloc par bloc, comme si elle assistait à un retour en arrière, les ciseaux frappant à l'unisson. Un siècle de labeur condensé en quelques minutes. Ces marques laissaient également supposer une communication codée. Quelques motifs récurrents ressemblaient à des marques de comptage ou à des initiales symboles personnels de propriété ou de fierté. Peut-être qu'un maçon satisfait de son travail avait laissé une marqueterie secrète sous la base d'une colonne, sachant que seuls les dieux la verraient. Puis, survint un événement inattendu. Grock remarqua que l'alignement de certaines pierres s'était modifié en cours de construction. De légères variations dans la technique, le rythme et l'espacement des crampons. Ces données suggéraient un changement de direction ou de financement. Peut-être les pressions politiques ou les répercussions financières de la guerre avaient elles-mêmes affecté le marbre. Les temples de la Grèce antique n'utilisaient non pas de mortier. Chaque bloc devait s'emboîter si parfaitement que la gravité et la friction seules le maintenaient en place. Des crampons en fer et des agrafes en forme de papillon ou de hache servaient à lier les pierres scellées avec du plomb fondu. Grock cartographia chaque pierre, révélant une irrégularité fascinante. L'angle sud-ouest du parton présentait un placement des crampons plus dense et plus serré. Ce n'était pas un hasard. C'est dans ce même angle que la lime rituelle cachée, les vases de bronze et les offrandes sacrées, massées des offrandes sacrées, avaient été découverts auparavant. Il semblait que les bâtisseurs savaient que cet endroit revêtait une importance particulière, à la fois physique et spirituelle. Mais la découverte la plus émouvante n'était peut-être pas le génie de leur précision, mais l'humanité qui transparaissait dans leurs erreurs. Grock découvrit des marques de ciseaux là où un maçon avait creusé trop profondément et comblé la tranchée avec de la pâte de marbre. Certains blocs portaient des traces de rotation ou de retournement, un savoir-faire ancestral, fruit d'essais et d'erreurs, littéralement gravé dans la pierre. Une partie du mur nord présentait des signes de démontage et de reconstruction, probablement pour corriger une erreur de mesure. Même les architectes les plus célèbres d'Athènes se trompaient parfois. Et pourtant, ils s'adaptaient, ils corrigeaient, ils persévéraient. Le parton n'est pas né parfait d'un plan divin. Il a été sculpté à la sueur de son front par des corrections et une patience infinie. Chaque jour, les ouvriers escaladaient ce rocher sacré, conscients qu'ils bâtissaient un édifice destiné à leur survivre à leur nom et même à la gloire éphémère de leur cité. Et ils y sont parvenus. Leur héritage ne se limite pas aux colonnes ou aux stucs du parton. Ce sont ces faibles marques d'outils encore visibles à la loupe qui murmurent encore après des siècles. Nous étions là, nous avons construit ceci. Mais la plus grande révélation de Grock ne se trouvait pas à la surface. Elle était enfouie profondément sous le temple, là où la terre rencontrait l'éternité. Les fondements de la foi. Pendant des siècles, le parton a semblé être un livre ouvert. Colonne, symétrie, perfection du marbre. Le parton, le marbre étincelant, le plus grand et le plus beau temple grec qui ait existé. Mais les dernières analyses de Grock AI ont révélé quelque chose que les anciens avaient gardé caché non pas à la vue de tous, mais bien enfoui sous terre. Tandis que le monde admirait la beauté du temple, le véritable secret de la foi se cachait sous terre. Tout commença avec le géoradar, ces ondes pulsées qui permettent aux machines de voir à travers la pierre et le sol. Les capteurs de Grock ont balayé le sol de marbre du parton, ne s'attendant qu'à trouver la roche-mère. Mais ce qui est revenu, ce fut un réseau d'échos étranges.
Sous les moitiés ouest et est du temple, les données s'illuminaient comme des constellations. Des formes géométriques et des amas denses de métal profondément enfouis dans la terre. Sous la façade ouest du Parthénon, Grok fit une découverte extraordinaire d'anciennes fondations en calcaire inclinées différemment du temple de marbre qui les surplombait. Il ne s'agissait pas de pierres déposées au hasard ni de réparations ultérieures, mais des vestiges d'une structure plus ancienne. Les historiens évoquaient depuis longtemps un prédécesseur du Parthénon, un temple primitif appelé l'Hécatompédon, le temple aux 30 mètres. Il se dressait là des siècles, avant l'âge d'or de Périclès, avant qu'Athènes ne domine les mers à une époque où la foi était encore brute et personnelle. Les traces de calcaire découvertes par Grok correspondaient presque exactement à ces dimensions. C'était comme si le nouveau Parthénon avait été délibérément érigé sur son ancêtre, le plus grand monument d'Athènes, bâti sur le fantôme de ses propres origines. Cette découverte bouleversa tout. Le Parthénon n'était pas simplement un temple dédié à Athéna. C'était un manuscrit réutilisé, un témoignage stratifié de siècles de dévotion. Chaque génération d'Athéniens avait contribué à l'édification de cette même colline sacrée, recouvrant les vestiges anciens non par manque de respect, mais par vénération. Mais la véritable surprise se cachait sous la partie orientale. Les relevés de Grok ont révélé plusieurs petites chambres d'environ 2 mètres carrés, chacune soigneusement dissimulée sous le sol. Non pas de simples trous ou des entrepôts oubliés, mais des cavités symétriques délibérément intégrées aux fondations. Et voici le plus troublant, ces chambres étaient plus anciennes que le Parthénon, plus anciennes même que l'Hécatompédon. Les modèles de datation les situent entre le 7e et le 8e siècle, avant notre ère, avant même l'avènement d'Athènes démocratique, avant même que le marbre ne devienne le matériau de prédilection pour la construction de lieux saints. Il ne s'agissait pas d'espaces fortuits, ils étaient préservés, protégés. Celui qui a conçu le Parthénon l'a intentionnellement construit autour d'eux comme un sanctuaire préservant d'anciennes reliques de la foi. Il a été conçu pour permettre à au moins 10 héros athéniens et à des dizaines de bœufs sacrificiels d'accéder à l'espace ouvert autour du temple d'Athéna. D'une certaine manière, c'était de l'archéologie architecturale, une civilisation ancienne honorant son passé tout en aspirant à quelque chose de plus grand. Dans ces pièces cachées, ces pièces cachées, Grok détecta des signatures métalliques d'épaisses masses de bronze ou de fer, probablement des objets cérémoniels, des offrandes votives ou d'anciens trésors. Elles pulsaient sur le radar comme des battements de cœur enfouis. Et une chambre en particulier attira son attention. Une concentration de métal directement sous l'emplacement où se dressait jadis la statue colossale d'Athéna à l'intérieur du temple. Coïncidence, à peine. C'était un alignement voulu. La déesse au-dessus, l'offrande en dessous, le ciel reflété par la terre. Sous le marbre poli, sous les dieux sculptés et les récits de l'Olympe, se cachait quelque chose de plus primordial, la foi de ceux qui nous ont précédés, scellée dans la pierre. Lorsque les Perses détruisirent les temples antérieurs, les Athéniens enfouirent des ruines dans le sol de l'acropole. Ce fait était déjà connu. Mais les découvertes de Grok suggère que bien avant cet acte de préservation, les Athéniens pratiquaient déjà une méthode similaire, protéger leurs espaces sacrés en les intégrant à de nouveau. C'est comme si chaque génération avait décrété « ne détruisez pas, transformez ». Ces strates racontent discrètement une histoire de continuité. La foi n'était pas réinventée à chaque nouveau temple. Il s'est construit comme une montagne, tel un amas de sédiments. La beauté du Parthénon à sa surface attirait le regard. Ses fondations enfouies sous des siècles de poussière abritaient les lames. On pouvait presque imaginer le moment de sa construction. Les tailleurs de pierre sculptant les fondations non seulement dans la roche, mais aussi dans la mémoire. Ils connaissaient les chambres plus anciennes, le doux murmure du sol sous leurs pieds, la précaution qu'ils prenaient pour ne pas le perturber. Peut-être un prêtre a-t-il murmuré une prière avant la pose du premier bloc de marbre, en hommage aux esprits antiques qui reposaient en dessous. Et lorsque la statue d'Athéna fut enfin érigée, ses pieds reposaient littéralement sur la dévotion enfouie depuis des siècles. Les découvertes de Grok ont transformé le Parthénon d'un monument de pierre en un témoignage vivant de dévotion. Sous ces colonnes se cache une histoire de continuité, non de conquête ou de remplacement,
mais de mémoire. Le temple n'a pas été construit pour effacer le passé, mais pour l'honorer. La foi, comme l'architecture, est syntatus et cumulative. Chaque nouvelle strate renforce la précédente. Et en ce sens, le Parthénon n'est pas seulement un temple dédié à Athéna. C'est une représentation physique des tentatives incessantes de l'humanité pour atteindre l'éternité. Lorsque Grok acheva sa reconstruction, une question ultime se posa. Non seulement comment le Parthénon a été construit, mais aussi pourquoi. Le temple, le trésor, le message. Après des mois de reconstruction, l'I.A. de Grok vit le Parthénon renaître, numériquement resplendissant, baigné d'une lumière artificielle vibrant d'histoire. Chaque colonne, chaque rainure, chaque chambre secrète fut cartographiée avec précision. Mais Grok ne s'arrêta pas à la structure. Il fit ce que l'humanité a toujours fait face à la perfection. On s'interrogeait sur le pourquoi. Pourquoi le Parthénon a-t-il été construit ainsi, si vaste, si harmonieux, si délibéré? La réponse proposée n'était pas simple. Dans le rapport final de Grok, le Parthénon apparaissait non comme un monument à usage unique, mais comme un chef-d'œuvre à triple revêtement, un temple, un trésor et un message. Au cœur même du Parthénon se trouvait un lieu sacré, la demeure d'Athéna Parthénos, la déesse guerrière protectrice de la cité. L'Athéna Parthénos était une sculpture antique située à l'intérieur du Parthénon à Athènes. Les Athéniens ne dissociaient pas la foi de la vie quotidienne. Pour eux, la religion était à la fois politique, art de voir et fierté. Le sanctuaire intérieur du temple abritait la statue colossale d'Athéna, œuvre de Phidias. Or y voir est émerveillement. Pénétrer dans ce lieu, c'était ressentir la vibration de quelque chose qui nous dépassait. Non seulement la croyance, mais aussi un sentiment d'appartenance. Or, comme l'ont révélé les données de Grok, la fonction sacrée du Parthénon n'était que la partie émergée d'un dessein bien plus profond. Derrière la gloire de la déesse se cachait une autre vérité, le Parthénon était aussi une banque. Athènes était au sens propre du terme le chef de la Ligue de Diane, une coalition de cités-États grecques formée après les guerres médiques. Officiellement, la Ligue était une alliance noble, un front uni contre la Perse. En réalité, c'était plus complexe. Un empire centré sur Athènes, auquel tous les autres pays devaient verser un tribut. Ce tribut, composé d'argent d'or et de marchandises, était destiné à financer la défense collective. Mais Périclès, fin stratège, décida de transférer le trésor de la Ligue de l'île de Do à Athènes, même invoquant des raisons de sécurité. Pratique, n'est-ce pas? Soudain, toute cette richesse se retrouva entre les mains des Athéniens et une part importante fut consacrée au marbre et à l'art. Ainsi, le Parthénon, resplendissant sous le soleil attique, n'était pas seulement un symbole spirituel. C'était un écrin renfermant à la fois les offrandes à la déesse et la fortune collective d'un empire. Et c'est là, conclut Grok, que résidait le véritable génie du Parthénon. Ce n'était ni un simple temple, ni un trésor. C'était une propagande sculptée dans le marbre. Chaque détail proclamait la domination athénienne. Le marbre provenait du mont Pentélique, situé en territoire athénien. Les sculpteurs et les bâtisseurs étaient athéniens ou travaillaient sous leur supervision. Les fonds provenaient d'autres cités-États prétendument alliés qui n'avaient guère leur mot à dire. Même son emplacement sur l'acropole visible de toutes parts et depuis les navires entrant dans le port de Pirée était délibéré. Et voici le plus étonnant, il a été construit en seulement 9 ans. Pour une structure d'une telle taille et d'une telle richesse de détails, c'est un temps record pour l'Antiquité. La plupart des temples nécessitaient des décennies, voire des générations. Pourquoi une telle précipitation? Les données de Grok laissaient entrevoir une urgence politique. Périclès souhaitait que le Parthénon soit achevé alors qu'Athènes était encore à son apogée, que les fonds de la Ligue circulaient librement, qu'il détenait encore le pouvoir et que la confiance de la cité était absolue, car l'histoire a la fâcheuse tendance à basculer. À peine 7 ans après l'achèvement du Parthénon, la guerre éclata. Athènes et Sparte s'affrontèrent là. Lors de la guerre des Peloponnèses, un conflit brutal qui dura des décennies et qui ravagea le monde grec. À la fin du conflit,
Athènes avait perdu son empire, sa flotte et sa suprématie. Si sa construction avait été retardée, ne serait-ce que de quelques années, le Parthon n'aurait peut-être jamais vu le jour. Ainsi, d'une certaine manière, le Parthon devint une capsule temporelle, le dernier souffle triomphant d'Athènes avant son déclin. La reconstruction de Grok a révélé que la perfection du bâtiment n'était pas seulement esthétique, elle était aussi idéologique. Chaque colonne, chaque proportion, chaque alignement témoignait de contrôle d'ordre de maîtrise. Cependant, la taille des colonnes varie. Elles s'élargissent au centre. De loin, la construction est si bien réalisée qu'elle ressemble à une ligne droite. Un autre mystère demeure. Comment le Parthon, qui se dresse au sommet de l'une des régions les plus sismiques de la planète, a-t-il pu résister pendant plus de 2 millénaires? Grok a résolu cette énigme. Son analyse combinée à des études récentes révèle son étonnant secret, une triple protection antisismique. Malgré l'absence de fondation, le temple est remarquablement résistant aux tremblements de terre. La première couche de protection était constituée d'imposantes dalles de marbre lisse sous ses marches, qui glissent légèrement lors des secousses. La deuxième provient de joints métalliques remplis de plomb qui absorbent l'énergie sismique et empêchent la corrosion. La troisième se trouve dans les colonnes de marbre segmentées conçues pour fléchir et se déplacer sans se briser. Ensemble, ces éléments permettent au Parthon de se balancer sans jamais s'effondrer. Aux yeux de Grok, le Parthon n'était pas une ruine, mais un message codé à travers les millénaires. Un temple dédié au divin, un sanctuaire impérial, un monument témoignant du désir humain d'être immortalisé. Qu'en pensez-vous? Partagez votre point de vue dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo.